Bienvenue à vous, ici Joris. La réglementation environnementale 2020, la RE 2020. Eh bien, qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui maintenant s'applique sur une bonne partie des bâtiments en France depuis le 1er janvier 2022? Dans les grandes lignes, comment ça va s'appliquer? C'est quoi le contenu? Et puis, quels sont les aspects administratifs à connaître? Puisque finalement, c'est vrai que dès lors que ça s'applique sur un bâtiment, ça va ensemble certaines obligations administratives. Voilà, donc je voulais prendre un peu le temps d'en parler, puisque c'est vrai que c'est un domaine qui impacte, ces nouvelles réglementations qui impactent l'éco-construction. Bon, on va commencer par la question du calendrier. À quoi ça s'applique quand? Pour des bâtiments déjà d'habitation, donc qui servent pour du domiciliation ou comme hébergement, eh bien, ça va s'appliquer pour toute construction de ce type-là, qui fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée depuis le 1er janvier 2022. Donc, une demande d'autorisation d'urbanisme, ce sera une déclaration de de travaux, une demande de permis de construire, une demande de permis d'aménager. Voilà. Sachant qu'on est seulement soumis si on est au-delà de certains seuils. Donc, pour une construction neuve, une surface habitable égale ou supérieure à 50 mètres carrés, si on parle d'une extension, que on soit sur une extension d'une surface habitable égale ou supérieure à 150 mètres carrés. En deçà de ces seuils, donc pour un projet de construction neuve ou d'extension dont on fait la demande d'autorisation d'urbanisme en 2022, eh bien, c'est la précédente réglementation, donc la RT 2012, qui s'applique. Et à compter du 1er janvier 2023, ça va s'appliquer à tout bâtiment d'habitation, peu importe sa superficie. À noter que ça va aussi s'appliquer à compter du 1er janvier 2023 pour des projets d'habitation légère de loisirs, de HLL, et aussi pour les bâtiments provisoires qui ne sont pas soumis à demande d'autorisation d'urbanisme. Alors, pour ce qui va être bâtiment de bureau, d'enseignement primaire ou secondaire, ça va s'appliquer dès lors qu'on est sur un bâtiment avec une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er juillet 2022. Et pour ce qui est des bâtiments tertiaires spécifiques, bâtiments commerciaux par exemple, bâtiments pour des activités de services diverses, bref. Pour le moment, on n'a pas de texte réglementaire publié, donc dans l'attente des publications des textes, c'est encore une fois la RT 2012 qui s'applique. Dans les territoires d'outre-mer, la RE 2020 ne s'applique pas, que ce soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion ou la Mayotte. C'est toujours la RTAA, donc la réglementation thermique, acoustique et aération des départements d'outre-mer, qui reste applicable pour ces territoires. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette réglementation thermique environnementale 2020? Eh bien, on y trouve finalement une réglementation qui a un champ d'application beaucoup plus large que ce qu'on trouvait dans la RT 2012 et qui est structurée autour de certains indicateurs, là, qu'on vous a précisé dans ce tableau. Alors, certains indicateurs se trouvaient déjà dans la RT 2012, hein, c'est les deux premiers, l'AB Bio et le CEP, par contre, les autres sont nouveaux. Et pour les deux qui existaient déjà, on est sur des exigences qui sont renforcées par rapport à ce qu'on avait dans la RT 2012. Donc, vous avez l'indice B-Bio, besoins bioclimatiques, donc c'est les besoins pour réchauffer, refroidir le bâtiment, ainsi que les besoins d'éclairage du bâtiment. Il existe aussi la CEP, consommation d'énergie primaire totale, donc ça évalue la consommation d'énergie, que ce soit renouvelable, issu de ressources d'énergie renouvelables ou non renouvelables, pour 5 usages. Chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaire, mais aussi, et ça c'est nouveau par rapport à la RT 2012, pour tout ce qui va être éclairage, ventilation des parkings, éclairage et circulation dans tout ce qui est équipement collectif, et électricité des ascenseurs et des escalators. On a un autre indicateur également, la CEP-NR, consommation d'énergie primaire non renouvelable. Donc, on a une double limitation, une limitation de la consommation d'énergie totale et aussi de la consommation d'énergie issue de ressources d'énergie non renouvelables. Il existe un autre indicateur, l'IC énergie, impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire. Donc, finalement, on chiffre avec cet indicateur-là en kilos d'équivalent CO2 par mètre carré de surface de bâtiment. Eh bien, les émissions de gaz à effet de serre qui sont causées sur toute la durée de vie du bâtiment. Alors, réglementairement, on considère que la durée de vie, c'est de 50 ans. Donc, émissions de gaz à effet de serre, en équivalent CO2,
gaz à effet de serre causés par précisément les consommations d'énergie primaire dans le bâtiment. Il existe aussi l'IC construction. Cette fois-ci, il s'agit de mesurer l'impact sur le changement climatique des matériaux utilisés dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'on va comptabiliser les gaz à effet de serre en équivalent CO2 qui sont produits par tout le cycle de vie des matériaux utilisés. Le cycle de vie, donc non seulement la fabrication du matériau, des gaz à effet de serre causés aussi par sa mise en œuvre, le chantier, par des gaz à effet de serre qui peuvent être éventuellement émis durant la présence émis par le matériau durant sa vie dans le bâtiment, et aussi les gaz à effet de serre causés par la fin de vie du matériau. Par exemple, le processus de recyclage nécessaire pour le recycler. Et enfin, il existe la DH, la degré-heure d'inconfort. Donc, c'est une façon, ce compteur-là, de pouvoir limiter les excès de température à l'intérieur du bâtiment durant le plus fort de la période estivale. Donc, finalement, c'est pour amener un confort d'été minimum dans les bâtiments. Ces exigences, après, on retrouve détaillées maintenant dans l'article R 172-4 du Code de la construction et de l'habitation et son annexe qui développe les indicateurs avec des chiffrages selon la situation du bâtiment. Alors, il y a d'autres points essentiels finalement qu'on peut résumer ici par rapport à la RE 2020, c'est que doit être mis en place des systèmes qui permettent de mesurer, au moins d'estimer la consommation d'énergie dans le bâtiment. C'est un premier point. Une exception par rapport à ça, c'est les consommations d'énergie type chauffage au bois pour une maison individuelle. Voilà, ça, il n'y a pas d'obligation de comptabilisation, mais voilà, globalement, on a cette obligation. Il y a aussi un niveau d'isolation minimum des parois qui donne parois entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur du bâtiment. Concernant les ponts thermiques aussi, on a des limitations de déperdition d'énergie qui sont aussi encadrées. La perméabilité à l'air aussi est limitée. On a un niveau maximal de perméabilité à l'air du bâtiment. Et puis, concernant les baies, les ouvertures du bâtiment vers l'extérieur, on a un niveau minimal de surface, un niveau minimal d'ensoleillement, un niveau minimal de facteur solaire également. Appliqué, le facteur solaire, c'est la fraction de l'énergie solaire arrivant sur les baies qui va traverser les baies et bien arriver à l'intérieur du bâtiment. Pour respecter l'ensemble de ces points réglementaires, sont édités des données environnementales, matériau par matériau, qu'on va trouver sur une base de données en ligne, l'INIES, qui est accessible librement, qui permet d'accéder à les données matériaux par matériau pour justement pouvoir faire les simulations et vérifier qu'on respecte bien les différents seuils réglementaires là qu'on vient de voir. Alors, finalement, d'un point de vue administratif, comment ça impacte un chantier? Tout d'abord, une chose qui est prévue dans la RE 2020, c'est l'étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie. Alors, ça va s'appliquer sur tous les bâtiments soumis à la RE 2020, mais par contre, sauf tous les points là qui sont listés ici. Donc, notamment, vous voyez dans la liste, on va avoir les bâtiments indépendants qui font moins de 50 mètres carrés, les logements individuels, et aussi, à compter du 1er janvier 2025, tout ce qui va être logement collectif ne sera pas soumis à cette étude de faisabilité. Alors, il s'agit d'étudier déjà la consommation d'énergie primaire pour tout ce qui va être chauffage, ventilation, refroidissement, production de chaude sanitaire, éclairage, mobilité des occupants internes du bâtiment, donc escalators ou ascenseurs, en clair, et consommation d'auxiliaires comme les consommations au niveau des parkings et parties communes d'un bâtiment. Donc, dans les grandes lignes, il s'agit déjà d'évaluer les besoins énergétiques sur tous ces postes-là et d'étudier au moins 5 solutions différentes de production d'énergie renouvelable dans le bâtiment et, in fine, finalement, d'en retenir une parmi au moins les 5 étudiées. Autre point, donc cette étude de faisabilité, elle devra être incluse dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, de la déclaration de travaux ou la demande de permis de construire ou la demande de permis d'aménager. Autre chose, c'est l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité énergétique et la prise en compte de la RE 2020. Alors, ça doit être inclus dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. Si le bâtiment est soumis soit à la déclaration de travaux, permis de construire, permis d'aménager, et il est soumis à la RE 2020,
ça doit être inclus dans le dossier. Donc, ce dossier, enfin cette attestation, elle atteste finalement les différents points là, que j'ai relistés ici. Donc finalement, globalement, elle atteste le fait qu'effectivement, le maître d'ouvrage a bien intégré la RE 2020 dans la conception du bâtiment. Alors concrètement, comment avoir cette attestation? Il faut aller sur la plateforme en ligne, RTE RE de bâtiment, et une fois qu'on s'est créé un compte sur la plateforme, on fait une déclaration donc, de demande d'attestation, et pour ça, il faut verser en ligne un fichier RS2E, un rapport standardisé d'études environnementales. Donc, c'est le fichier qui est édité via un logiciel qui va simuler finalement les données énergétiques et environnementales du bâtiment. Sachant que, bon, il n'est pas obligatoire de faire appel à un bureau d'études techniques pour éditer ce type de fichier, mais bon, c'est les logiciels qui sont agréés pour réaliser ce type de fichier-là sont des logiciels déjà qui coûtent très cher, hein, ce sont des licences qui sont très onéreuses. Puis d'autre part, c'est des logiciels extrêmement techniques qui sont très compliqués quand même à prendre en main, a fortiori si on n'est pas du bâtiment. Donc, c'est pour ça que la quasi-totalité des porteurs de projet font tout de même bien appel à un bureau d'études techniques pour éditer ce fichier. Et donc, en général, c'est le bâtiment, le bureau d'études techniques se charge même de pouvoir éditer l'attestation. Bon, il n'y a pas de tarif réglementé hein, pour ce genre de prestation-là, mais ça dépend des caractéristiques du bâtiment, mais enfin, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Et après, on a une autre attestation, cette fois-ci, à l'achèvement des travaux. Donc, cette fois-ci, il est obligatoire de la faire réaliser par un professionnel listé par l'article R122-25 du Code de la construction et de l'habitation, donc soit un architecte, un diagnostiqueur pour maison individuelle, un bureau de contrôle, un organisme de certification. Donc, le professionnel, en tout cas, va se baser sur le fameux fichier RSD2E, sur les justificatifs fournis par maître d'ouvrage, et il va faire une visite sur site, durant laquelle, d'ailleurs, il va faire un test de perméabilité à l'air du bâtiment. Si tout va bien, il fournit donc au maître d'ouvrage cette attestation en question, et cette attestation doit être jointe à la DACT, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, la déclaration de fin de chantier, donc là, que le maître d'ouvrage doit déposer en mairie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair déjà sur le contenu dans les grandes lignes de cette RE 2020 et puis de quel type de bâtiment ça implique, ça impacte, quelles sont les formalités aussi qui y sont liées. C'est quelque chose que je développe plus avant globalement dans la formation en ligne de droit de l'éco-construction, que à la fois est disponible en édition en direct, mais aussi sous forme d'enregistrement accessible à la demande sur mon site internet. Et puis, je développe ces aspects plus globalement dans la formation présentielle, l'habitat écologique, qui a lieu sur 3 jours, auquel on découvre les fondamentaux de l'éco-construction, les techniques, les matériaux, les aspects juridiques, les aspects financiers à connaître, avec du cours et de la mise en pratique, et de la visite guidée. Voilà, évidemment, je vous mets les liens vers plus d'informations en dessous de la vidéo. Et puis, les points de droit, en général, je les développe également dans des ouvrages de droit agricole et de droit immobilier. Là aussi, je vous mets les références en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'éclairer votre lanterne sur ces points-là. Je vous souhaite bon courage dans vos projets et à très bientôt.